Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un jeu de rôle apparu au début des années 80, jeu de rôle avec lequel j'ai fait beaucoup de parties, qui a un petit côté un peu Madeleine de Proust pour moi, et qui je trouve est trop souvent décrié, etc. Alors que ce jeu de rôle a de réelles qualités. On va pouvoir regarder tout cela ensemble. Je veux parler bien sûr de Rollmaster, le fameux, l'unique système Rollmaster. Alors, rapidement, comment ce système a vu le jour? Eh bien, au départ, on a une bande de copains, de passionnés, qui jouent à Donjons et Dragons. Et puis, assez vite, par rapport aux besoins des campagnes qui sont en train de mener, les gars commencent à se dire, bon, il y avait déjà eu le professeur Barker qui avait inventé le concept du coup critique. Hein. Barker, c'est l'universitaire qui a créé le monde de l'Empire du Pétale de Throne. Empire Petal of Throne, voilà, ça doit être ça le titre original, qui est l'un des univers les plus touffus en fait du jeu de rôle, qui lui aussi est un linguiste, donc ça peut faire penser à beaucoup de méthodes de travail de Tolkien, puisque il a lui aussi créé des langages. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il a été même plus loin que Tolkien dans l'élaboration de ces langages, qui sont des vraies langues que l'on peut réellement parler avec des règles grammaticales encore plus poussées que celles dont Tolkien s'était servi pour Le Seigneur des Anneaux. Bref, notre bande de rôlistes commence à trouver un petit peu, à toucher du doigt les limites de son jeu préféré, Donjons et Dragons, surtout qu'on est dans les versions de Donjons et Dragons de l'époque. Donc on doit être début des années 80, je pense déjà entrer dans le Advanced Dungeons and Dragons. Et les gars commencent à se dire, ah, ce qui serait pas mal quand même, c'est bon, les coups critiques là, c'est bien, super, mais tout le temps double dégâts machin. Et si on créait nos tables de coups critiques? Et les voilà partis, commencent à réfléchir au truc. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faudrait, pour que ce soit vraiment intéressant, faire une table différente selon le type d'arme, et puis également ne pas se contenter d'avoir juste, d'enlever juste plus de points de vie, mais également créer d'autres choses. Pourquoi pas des coups d'étourdissement, pourquoi pas déclencher des saignements chez la victime du coup critique, etc., etc. Et puis petit à petit, comme ça, ils vont commencer à bricoler leurs donjons et dragons en y adjoignant des règles sous une forme un peu modulaire, qui d'ailleurs sera aussi une des marques de fabrique de Rollmaster, ce côté des règles optionnelles, boîte à outils, on peut utiliser telle ou telle règle. Et puis finalement, au bout d'un moment, les gars se rendent compte, après avoir voulu retoucher les peuples, les trucs, les machins, que finalement, ils ont un jeu entre les mains et ils se décident à sortir le fameux Rollmaster. Par la suite, il y a une compagnie qui est créée, Iron Crown Enterprise, avec cette compagnie, à travers le temps, Rollmaster va connaître plusieurs itérations. Nous, en France, je crois que la version traduite à l'époque, c'était celle qui correspond au RM2, ce qu'on appelle le RM2, donc la deuxième édition des règles de Rollmaster, et qui sortira en France, je ne me rappelle plus l'éditeur. Ça me reviendra peut-être, si ça me revient, je vous le dirai ou je l'indiquerai dans le commentaire de la vidéo. Et cette version donc se présente sous la forme d'un triptyque, Character Law, Arm Law, Spell Law, et je crois qu'il y avait même le Campaign Law, mais pas dans la version française. Ou peut-être c'était du RMR1, en tout cas c'est réapparu avec le RMF RP, voilà. Et puis, bref, tout un lot de compagnons, je crois que ça allait jusqu'au compagnon 14 ou 15, où à chaque fois on allait rajouter des nouvelles classes de personnages, des nouveaux ajouts de règles, de nombreuses tables, parce que dans leur esprit, pour simplifier les règles, ce qu'avait adopté cette petite communauté de joueurs, c'est qu'en fait beaucoup de choses dans ce jeu de rôle se traduit en croisant des chiffres dans des tables afin d'obtenir un résultat. Par ailleurs, on a un système 2D qui est unifié, et je crois, à mon humble avis, je crois que c'est un des rares jeux de rôle où tout se tire de la même façon,
À part peut-être certains dégâts, les points de vie, mais vraiment tous les jets de compétences, d'attaque, etc., c'est à chaque fois la même chose. Un open-ended descend, c'est-à-dire un tirage de descend sans limite. Si vous faites entre 0,1 et 0,5, vous rejetez les dés et vous soustrayez, ce qui peut vous amener dans des résultats négatifs, puisque chaque fois que vous faites 0,1, 0,5, eh ben, vous continuez à rejeter les dés. Si vous faites entre 96 et 00, vous rejetez les dés et vous additionnez. Et ainsi, vous pouvez monter jusqu'à très très haut. C'est ce qui présente aussi une des particularités de ce jeu, où un petit gobelin ou un petit guerrier de premier niveau peut faire un coup d'éclat et sortir complètement de la table des critiques pour terrasser une bête bien plus terrifiante, et en tout cas bien plus costaud que lui-même, voilà, grâce à cet open-ended. Il y avait également quelque chose de très intéressant dans la résolution des manœuvres. Alors c'est un jeu, il faut savoir qu'il est skills heavy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences, de skills. Et il y a deux types de compétences. Ce qu'on va appeler les manœuvres statiques, qui vont être des manœuvres qui se font en réalité sur place, devant quelque chose, devant un coffre, devant ceci, devant cela. Voilà, donc de façon statique, avec un tableau de résolution. Et puis ce qu'on appelle les manœuvres en mouvement. Et là encore, c'était pour l'époque une grande richesse supplémentaire, un degré de simulation à apporter au jeu, puisqu'en plus, la table proposait deux types de résolution pour ces manœuvres. On pouvait être soit je réussis ma manœuvre ou je ne la réussis pas, mais plus généralement, on utilisait l'autre option quand on était sur des manœuvres en mouvement, c'est de dire à la fin du tour, j'aurai accompli 60% de la manœuvre que j'ai décrite. Et donc, il me restera 40% que je devrais consacrer, 40% de l'activité de mon round prochain pour finir cette manœuvre, à moins que je choisisse de ne l'interrompre avant qu'elle n'ait eu lieu pour passer à autre chose. Donc ça, c'était des ajouts majeurs du jeu. Donc le jeu va connaître plusieurs itérations, notamment donc le RM Rollmaster Fantasy Role Playing, RMFRP, qui va être une espèce de mise à jour. On va dire que ce serait quasiment de la 2.5, quelque chose comme ça, où on a un petit peu élagué, on a un petit peu essayé de faire progresser le jeu. Puis il y aura dans les années 90 le RMSS, qui va encore rendre le jeu un peu plus streamline. Notamment dans le RMSS, on va abandonner vous aviez dans vos manœuvres tout un tas de compétences. Par exemple, vous aviez les compétences sportives, et dans les sportives, gymnastique, acrobatie, machin. Là, ça va être simplifié, tout ça, de manière à rendre le jeu un peu plus facile d'accès, parce que c'est vrai que pour le débutant qui voudrait se lancer là-dessus, waouh, ça pique un peu les yeux au début, alors qu'en réalité, c'est un jeu qui a toujours été catalogué dans les jeux complexes, et à mon avis, il ne l'est pas du tout. Alors, quelles sont les particularités qui m'ont plu, moi, dans ce jeu? La particularité principale qu'on trouvait à l'époque par rapport à du bon vieux Donjons et Dragons, c'était qu'on avait vraiment, justement parce que c'est un jeu skills heavy, avec beaucoup de caractéristiques et de points qu'on peut répartir à chaque montée de niveau dans ces caractéristiques, vous aviez l'opportunité de vraiment orienter votre personnage de la manière qui vous plaisait, et vraiment faire quelque chose qui corresponde à vos attentes en tant que joueur. Et ça, j'avoue que pour moi, c'est peut-être la réussite la plus manifeste de ce jeu, contrairement par exemple à la V5, où il est quasiment impossible, si vous faites 2 voleurs, de les différencier. Ça va être très compliqué. Vous allez avoir un peu les archétypes se ressemblent trop, même avec cette histoire de dons. Ça fait pas trop changer les choses, me semble-t-il. Là, impossible à Rollmaster de faire 2 guerriers parfaitement identiques, tellement les choix d'options possibles progressent avec la montée du personnage. Autre chose, je trouve ça beaucoup plus malin et moins complexe que les 2000 dons de Pathfinder. Alors pourquoi? Parce que là encore, une force du jeu, c'est que même si vous n'avez pas ouvert la compétence,
Le gros avantage des compétences par rapport aux dons, c'est que vous avez simplement un malus, je crois, de -15 lorsque la compétence n'est pas ouverte, plus vos bonus ratios et éventuellement vos bonus de profession, mais vous pouvez tenter la manœuvre. Le gros souci qu'on a avec tous ces jeux à dons, qui paraissait au départ quand c'est sorti une avancée pour personnifier les personnages, c'est que malheureusement, très rapidement, dans le jeu, tous les joueurs à la table ne jouent pas avec le même corpus de règles, puisque tout un tas d'actions et de manœuvres possibles ne sont n'opèrent qu'avec les personnages qui ont ces dons. Et mais j'aurais bien fait moi une attaque circulaire. Ah oui, mais est-ce que tu as le don? T'as pas le don, tu peux pas le faire. À Rollmaster, moi je trouve qu'en termes de simulation, c'est beaucoup mieux. Toutes les manœuvres sont tentables par tous les joueurs. Par contre, lorsque vous créez votre personnage, eh bien, vous avez votre profession, en fait, va déterminer le coût pour chacune de ces compétences. C'est-à-dire qu'on va considérer, ok, vous jouez un personnage du domaine des armes, à savoir un guerrier, eh bien, il est normal que dans votre apprentissage, tout ce qui va concerner les disciplines martiales va être, vous allez pouvoir les acquérir à un moindre coût qu'un personnage qui aura plutôt choisi une profession de magicien ou de clerc. Et lui, effectivement, tout ce qui est manœuvre en armure, utilisation des armes, etc., ça va lui coûter beaucoup plus cher. Encore une fois, la richesse que ça permet ce jeu, c'est que c'est un des premiers jeux, et peut-être même un des rares, après il y a eu des classes qui le permettaient, de pouvoir choisir de faire un magicien avec une épée. Simplement, il faudra consacrer plus de points de développement pour développer votre personnage et aller acheter ses rangs d'épée, alors que s'il avait été guerrier, eh bien plus rapidement, vous auriez pu monter votre compétence d'arme. Voilà, ça c'est des points qui moi me semblent fondamentaux dans les grosses avancées de ce jeu et surtout ce que ça va permettre en termes de jeu en campagne. Hein, de toute façon, voilà, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai tendance à considérer que le jeu de rôle, son itération la plus parfaite, c'est la campagne, puisqu'il s'agit d'interpréter un personnage et sa progression dans le temps, son évolution, aussi bien psychologique que en termes de mécanique de jeu. Eh bien, la campagne, c'est l'outil rêvé. Parce que si vous faites du one-shot, vous prenez votre personnage en l'état, vous jouez le scénario, et voilà, vous perdez ce petit côté un peu très intéressant de voir en fait l'histoire de votre personnage et ses compétences et ses connaissances augmenter à mesure que le jeu avance. Je reviens sur le déroulé des éditions. Il est sorti plus tard, je crois que c'est début des années 2000, peut-être même 2005-2006, la version de Rollmaster, que personnellement à laquelle moi celle dont je vais vous parler, qui est encore une nouvelle évolution de jeu. Je veux parler de ceci, Rollmaster classique. Voilà, beaucoup moins de, comme vous le voyez, hein, là j'ai les principaux volumes, toujours chez Ironcron. Alors je crois qu'entre deux, au départ Ironcron a été pendant des années tenu par une famille, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse auprès de cette famille américaine, et je crois qu'il avait été racheté après à nouveau par d'autres joueurs, et que c'est dans cette volonté de continuer à développer le jeu et de le faire vivre qu'ils ont proposé cette nouvelle édition. Alors, que peut-on en dire? Couverture souple, il y a eu un réel effort sur la mise en page qui est beaucoup plus aéré que dans les versions précédentes. Ceci dit, sur la maquette, même s'il y a eu un petit effort sur les illustrations noir et blanc, je vais essayer de vous en trouver une ou deux. Je crois qu'il y a notamment les têtes de chapitre qui sont un petit peu décorées. Moi j'aime bien. Ça fait partie du type d'illu un peu old school que je trouve très très sympa, même si c'est du noir et blanc. On reste quand même dans des maquettes qui sont bien loin d'égaler la beauté de ce qui s'est fait plus tard, qui se faisait déjà d'ailleurs un peu à l'époque dans les jeux de rôle. On est resté sur une logique de jeu en petits fascicules, donc couverture souple,
Il y avait un avantage aussi, c'est que du coup le coût était moindre. Vous voyez celui-ci qui vous permet de créer, alors ça c'est combat compagnon, c'est pas de celui-là que je voulais vous parler. Voilà, le Rollmaster classique, le caractère lot qui vous permet de créer vos personnages. On est sur un volume qui avoisine les 155 pages, donc des volumes quand même assez courts, puisqu'il n'y a que la création de personnages. Alors encore une fois, hein, des illus quand même. Eh bien, écoutez, 12 $. Autant dire rien du tout. Donc c'était une autre époque, une autre vision des jeux, qui a ses limites, hein, en termes de maquette. Je vous cache pas que effectivement, sur un point de vue purement esthétique, c'est pas comparable avec si vous regardez avec les jeux tels qu'ils sortent aujourd'hui. Par contre, en termes de règles et en termes de jouabilité, de contenu et de rapport qualité-prix, c'était pas mal. Hein, il faut appelons un chat un chat. Moi, je trouve que ça avait son mérite aussi. Alors, dans cette version-là, on a toujours gardé, ils ont toujours gardé ce principe un petit peu modulaire, c'est-à-dire que vous avez un corpus de règles au travers de chacun des volumes. Hein. Si vous prenez le Spell-Law, vous allez avoir tout ce qui va concerner les écoles de magie, etc. et les listes de sorts, parce que c'est un système de listes. Et puis vous allez dessus pouvoir greffer tout un tas de règles optionnelles. Même chose pour le combat. Dès la première itération du jeu, vous aviez le combat, j'allais dire, heavy, advanced, hein, qu'ils appellent advanced, où là, on va avoir un premier jet avec les bonus de l'attaquant, la partie qu'il met en bonus offensif, puisque quand vous avez la main, vous pouvez choisir sur votre compétence d'arme de dire, j'ai par exemple plus 80 sur mon arme, je vais en mettre 40 en défense qui vont venir se mettre sur mon bonus défensif, et je vais en mettre 40 en attaque qui vont s'ajouter à mon jet d'attaque. Là-dessus, vous croisiez cela dans une table et vous avez, alors là je vais prendre l'Arms Law, parce que ça aussi c'est une des marques de fabrique qui a amené beaucoup de sel au jeu, c'est que vous aviez pour chaque arme une table. Vous voyez ici c'est la main gauche. En haut nous allons avoir le type d'armure et plus voilà. Et donc effectivement cette petite main gauche, elle va pas avoir la même efficacité contre un gars en habit, en simple habit, que face à un personnage en armure à plaques. Donc ça amenait aussi une richesse et puis des choix tactiques dans les combats et dans le choix d'équipement des personnages qui plaisaient, hein, y a pas à dire, ça plaisait beaucoup aux joueurs. Et puis dans cette table, lorsque vous dépassiez un certain résultat, alors au départ vous avez des chiffres, ce sont les points de dégâts, vous voyez dans les petites colonnes ici en bas, sont les points de dégâts que vous infligez à votre adversaire. Et puis après, quand vous commencez à avoir des choses plus larges comme ça, c'est une codification, vous avez un nombre de points de vie, donc qui lui généralement continue à croître. Vous voyez, j'en suis à 40 AK. Et donc qu'est-ce que ce AK? Ça veut dire que vous allez faire un coup critique A, les coups critiques étant classés de A à E dans l'ordre de sévérité. Donc le A, c'est le premier coup critique, qui généralement n'est pas trop méchant, mais peut quand même sérieusement handicaper votre adversaire. Et puis K, c'est pour les armes qu'on appelait, je crois, le crush. Donc voilà, vous aviez les contendantes, vous aviez le P pour les armes de perforation comme les flèches, vous aviez qui s'appelait Puncture en anglais, vous aviez, si je prends le K, c'est pour la fronde, Concussion, voilà, vous avez le Slash pour ce qui va être les lames, les épées, les haches de combat, etc. Voilà. Et donc vous alliez tirer votre critique, sachant qu'en plus, un critique B, par exemple, vous aviez sur la table de critique, je crois que vous rajoutiez 20 à votre résultat de votre dé, et là encore, plus le score est haut, plus vous allez endommager votre adversaire, sachant que vous pouvez aller sur les critiques E jusqu'à flinguer en un seul coup, tuer votre opposant. Et ça a amené une incertitude dans les combats et un petit côté narratif, parce qu'il y avait déjà aussi dans les tables de critique un petit texte à chaque fois de quelques lignes qui vous indiquait
de façon assez imagée. Alors bien sûr, après, avec le temps, quand on avait l'habitude, pour pas toujours lire les mêmes résultats, le maître de jeu ou le joueur pouvait adapter sa description pour peu qu'elle colle au type de dégâts que faisait l'arme. Vous aviez une petite ligne narrative, coup dans l'œil, vous percez l'œil de votre adversaire, plus 10 points de coup, saignement de 2 points de coup par ronde. Et ça amenait tout de suite voilà, quelque chose dans les combats, une saveur qui est, je trouve, bien supérieure à la saveur d'un combat sur des 20 systèmes type D&D, Pathfinder ou même le bon vieil OSR. Alors bien sûr, le prix à payer pour ce degré de simulation et cette petite cerise sur le gâteau, c'est que c'était considéré un peu lourd par les joueurs, déjà parce que en termes de mathématiques, vous vous retrouviez à additionner des résultats de descente, donc si vous faites 97, vous rejetez un descent, vous faites 68, il faut déjà additionner 97 et 68, auquel vous additionnez encore votre bonus d'attaque, vous retranchez le bonus de défense de votre adversaire, et vous allez croiser dans la table. Inutile de vous dire qu'en fin de soirée, après 4-5 heures de jeu autour de la table, ça devenait un petit peu compliqué et ça commençait à prendre du temps. Surtout qu'après, il faut sortir la table de l'arme correspondante avec laquelle vous avez donné votre coup et qu'après, la table de critique, etc. C'est un peu ça qui a, je pense, freiné les joueurs, et puis aussi le fait que dans les premières éditions, un peu comme dans Donjons et Dragons, l'ensemble des règles étaient dans le manuel, mais complètement dans le désordre. Et pour la création de personnages, vous passiez de la page 3 à la petite table qui est à la page 27, puis il fallait revenir à la page 4 pour continuer la création de personnages. Bref, des choses qui ont par la suite beaucoup progressé avec les manuels de tous les jeux suivants qui maintenant ont quelque chose d'assez clair. Là, avec le Rollmaster classique, il y a eu un gros effort de fait de ce point de vue-là, et franchement, ce jeu n'est pas... alors il est effectivement, si vous comparez avec Chronique oubliée, qui est un jeu plutôt taillé pour de l'initiation, il est complexe. Mais c'est pas un jeu qui est très complexe, et c'est, à mon avis, avec des joueurs un peu investis, pour peu que chaque joueur ait la table des armes dont est équipé son personnage. Donc s'il a une arme de jet arc composite, il faut qu'il ait la table d'attaque de l'arc composite. Si il jette des sorts avec de l'électricité, la table des dégâts d'attaque par électricité. S'il a une épée, etc. Enfin, vous m'avez compris, généralement un personnage, il a 3 armes, une arme de corps à corps, puis une deuxième, s'il perd la première, souvent c'est comme ça, et éventuellement une arme à distance. Après, les jeteurs de sorts ont rarement des armes à distance. Donc en fait, avec 2-3 tables d'armes, 3 petits feuillets pour chaque personnage, plus les coups critiques, ça peut aller assez vite pour le joueur de livrer ses résultats. En réalité, avec un minimum d'investissement, c'est un jeu qui peut être fluide, qui amène vraiment des dimensions tactiques dans le combat très intéressantes, et avec de la narration aussi, donc ça c'est très très intéressant. En plus, comme je vous le disais en début de vidéo, ce plaisir de pouvoir vraiment sculpter votre personnage et le faire même évoluer au fil de la campagne. Quand vous apprenez vous commencez à comprendre que là il va y avoir des gros enjeux diplomatiques ou politiques, libre à vous, à la prochaine montée de niveau, de faire évoluer votre personnage dans ces compétences-là, si vous estimez qui n'est pas bien préparé pour ce genre de choses. A contrario, si vous percevez que bientôt la menace se personnifie et que on va bientôt passer dans des phases d'action, à vous de développer l'aspect martial et combat de votre personnage. Bref, pour moi, que des points très positifs, hein, vous l'aurez compris, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Peut-être d'ailleurs, bon là cette année je suis parti sur une grosse campagne, peut-être l'année prochaine j'essaierai de proposer une mini campagne à Rollmaster, parce que voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne depuis que je me suis remis au jeu de rôle, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Si j'en ai fait un, mais j'ai joué une séance.
en tant que joueur en plus, ce qui n'est pas ma spécialité. Moi, j'ai plutôt tendance à préférer être maître de jeu. Donc, j'aimerais bien repasser de ce côté de l'écran et mener une petite campagne avec ce jeu. Quoi qu'il en soit, dans la série de vidéos consacrée à Rollmaster Classic, donc, eh ben, on va un petit peu s'intéresser ensemble à ce que le jeu propose. On va rentrer un petit peu. Je pense que j'essaierai de faire peut-être une création de personnages en direct afin de vous prouver que ce jeu n'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le faire passer et qu'en réalité, avec un minimum d'investissement qui de toute façon sera nécessaire si on veut pratiquer le jeu de rôle dans des bonnes conditions, vous pouvez arriver à faire des parties avec ce corpus de règles très très intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.